Dans cette vidéo, on s'intéresse à un CCP majeur de 2019 dans lequel on demande dans un premier temps de démontrer que la forme bilinéaire qui a AB appartenant à Mn2R associe la trace de T2AB est un produit scalaire sur Mn2R. Donc ça c'est le produit scalaire classique sur Mn2R. Donc on va le redémontrer, mais il faut absolument savoir faire cette question-là. Ensuite, on vous demande de démontrer que toute matrice symétrique est orthogonale à toute matrice antisymétrique, c'est-à-dire que AN de R et SN de R sont orthogonaux, puis que ce sont des supplémentaires orthogonaux, donc c'est pareil, c'est une deuxième question qui est très classique à savoir faire. Enfin, on va s'intéresser à des questions qui sont un peu plus originales. Donc d'abord, on vous demande de démontrer que si T de A égale A carré, enfin, A T de A égale A carré, c'est équivalent à dire que A est dans Sn de R. Donc là, on verra qu'on va se servir du produit scalaire qu'on a introduit en haut. Et vu l'ordre des questions, on va se servir de la décomposition en somme directe démontrée dans la question 2 pour obtenir ce résultat-là. Enfin, dans la question 4, on va s'intéresser à la même équation, mais cette fois-ci sur Mn de C, donc pour n plus grand que 3. Et on va démontrer que cette équation-là n'est pas équivalente cette fois-ci à A symétrique. Enfin, dans la question 5, on va démontrer que pour n égale 2, l'équation T de A égale A carré dans Mn de C est encore équivalente au fait que les matrices soient symétriques. Donc, bon, on prend d'abord la première question. Donc, encore une fois, je répète, elle est très classique, donc vous devez savoir faire. Et cette première question repose en grande partie sur la première ligne de la réponse. Donc, on calcule A scalaire B. Enfin, on ne peut pas dire encore scalaire vu que ce n'est pas un produit scalaire, mais AB. Donc, c'est la trace de T de AB. Donc, c'est la somme des T de A, B, II, vu que c'est la trace, c'est la somme des quotients diagonaux. Et on développe ce T2A BII, c'est un produit matriciel, donc c'est la somme des T2A IJ fois BJI. Et ce calcul-là, donc on va obtenir que c'est la somme des AJI, parce que la transposée de A IJ, c'est AJI, fois BJ. Et on voit qu'on fait apparaître finalement ici une somme du produit de tous les coefficients de A fois tous les coefficients de B, donc à chaque fois le coefficient de A fois le coefficient de B correspondant, et on somme tous ces résultats-là. Donc là, on voit beaucoup mieux ici une notion de produit scalaire, notamment si on se plaçait sur R puissance n carré et qu'on faisait ce truc-là, on verrait tout de suite que c'est le produit scalaire canonique sur R puissance n carré. Bon, mais en tout cas, on va pouvoir servir maintenant de deux possibilités pour démontrer toutes les propriétés d'un produit scalaire, soit cette écriture-là, soit celle-ci, suivant ce qu'on aura à faire. Donc pour tout AB dans Mn de R, donc quand on calcule AB, on doit démontrer que c'est symétrique, donc on va utiliser l'écriture ici avec la somme des AJ, BJ. Et comme le produit dans R est symétrique, on peut inverser la position de A et de B, et on obtient donc BA. Donc c'est bien symétrique. Si on veut, on peut le faire avec la trace. Il suffit d'écrire que la trace d'une matrice est égale à la trace de sa transposée. Et donc on va retomber comme ça sur la bonne chose. Enfin, il faut encore ici... non, il faut juste écrire la trace de la transposée, donc ça marche très bien. Ensuite, quand on veut démontrer que c'est linéaire à droite, alors on peut faire aussi linéaire à gauche, mais je préfère faire linéaire à droite ici, parce que ça m'évitera d'avoir utilisé la linéarité de la transposition. Donc on prend A scalaire, entre guillemets, lambda B1 plus B2, donc on obtient ça, on développe, on utilise la linéarité de la trace, et on obtient bien ce qu'on voulait, donc c'est linéaire à droite, et symétrique, donc bilinéaire. Ensuite, pour démontrer le caractère positif, l'expression avec la trace n'est pas très favorable. On va plutôt utiliser l'autre expression qui fait apparaître la somme des AJI au carré. Et comme le carré d'un réel est toujours positif, ici on a une somme de positifs, donc c'est bien positif. Enfin, on va supposer que A scalaire A égale 0. Donc encore une fois, avec la trace, c'est peu parlant, donc on va plutôt utiliser l'autre expression. Donc on a la somme des AJ carré égale 0. Ici, ce sont toujours des positifs comme carré d'un réel. Et comme une somme de positifs est nulle si et seulement si chaque réel est nul, on obtient que les AJ au carré égale 0. Donc là, c'est pareil, il y a une faute de frappe, donc c'est le double crochet. Donc du coup, A égale 0. Donc on a démontré que le produit scalaire, enfin, que notre forme était bien définie, donc on a bien toutes les caractéristiques pour obtenir que c'était un produit scalaire. Donc vous remarquerez que plusieurs fois j'ai eu du mal à ne pas parler de produit scalaire alors que c'est le produit scalaire usuel.
Voilà. Au départ, ça n'est pas un, ça en devient un une fois qu'on a vérifié toutes les propriétés. Donc j'ai fait une remarque derrière vous disant que finalement, quand on regarde l'écriture qui est là, ça revient au produit scalaire habituel sur Rn carré, mais j'en ai déjà parlé. Donc ensuite, on vous demande de démontrer que Sn de R et N de R sont orthogonaux. Donc on prend une matrice dans un Sn de R et une autre dans un N de R. Donc remarquez la notation S pour une matrice symétrique, A pour une matrice antisymétrique. Donc comme ça, on saura de quoi on parle. Donc T de S égale S, T de A égale moins A. Et quand je calcule A scalaire S, c'est la trace de T de AS. Et la trace de T de AS, c'est la trace de moins AS, parce que T de A égale moins A. Et donc ça fait, par linéarité de la trace, moins la trace de AS. Maintenant, je peux aussi calculer le produit scalaire AS, qui vaut aussi le produit scalaire de S et A. Et cette fois-ci, la transposée se met sur le S. Et la transposée de S est égale à S. Et on utilise la dernière propriété ici, qui nous dit que la trace de SA est égale à la trace de AS, qui est une propriété habituelle de la trace. Donc finalement, on voit que la trace de AS est égale à A scalaire S, qui est égal à moins trace de S. Donc la trace de AS égale 0. Et donc A scalaire S égale 0. Donc on a bien ce qu'on voulait. Les deux espaces sont bien orthogonaux. Donc maintenant, pour démontrer que Mn de R, c'est la somme directe de N de R et de Sn de R, comme ils sont orthogonaux, on obtient immédiatement qu'ils sont en somme directe. Et pour obtenir le caractère, la décomposition en somme directe de Mn de R comme somme directe de N de R et Sn de R, on peut faire plein de choses. Il y a un raisonnement par analyse synthèse classique qui permet d'obtenir directement la somme directe, et enfin pas la somme directe, la décomposition en somme directe, et donc obtenir qu'ils sont supplémentaires, et comme ils sont orthogonaux, ce sera des supplémentaires orthogonaux. On peut montrer que Mn de R égale An de R plus Sn de R en exhibant des matrices A et S bien choisies pour écrire que M s'écrit sous la forme A plus S. Donc c'est une écriture qui est tout à fait habituelle avec M moins T de M sur 2 pour la matrice antisymétrique et M plus T de M sur 2 pour la matrice, ici c'est symétrique. Remarquez aussi que ce genre d'écriture se retrouve quand on veut décomposer une fonction définie sur R comme la somme d'une fonction paire d'une fonction impaire. Pour une fonction paire, on prendra f de x plus f de moins x sur 2 et impair f de x moins f de moins x sur 2. Donc c'est des écritures qui sont très très classiques qu'on a vues dans de multiples endroits. Donc on utilise encore cette écriture là. Donc on obtient en tout cas que Mn de R c'est la somme de N de R et de Sn de R. Comme ils sont orthogonaux, la somme est directe. Du coup ils sont supplémentaires. Et ils sont bien supplémentaires orthogonaux parce qu'ils sont orthogonaux. On aurait pu aussi utiliser la dimension, parce qu'on connaît la dimension de Sn de R et de An de R, donc c'est du court. Et du coup, la somme des dimensions, ça fait n carré qui est égal à la dimension de Mn de R, donc c'est une autre condition qu'on peut obtenir avec la somme directe pour obtenir qu'ils sont supplémentaires dans Mn de R. Bon, en tout cas, derrière, on s'intéresse maintenant à la démonstration de l'équivalence entre T de A égale à carré et A asymétrique. Donc il y a un sens qui est évident. Si A asymétrique, T de A, ça fait A carré, donc pas de problème. Donc maintenant on s'intéresse à l'autre sens. Donc on va supposer qu'on a une matrice de Mn de R qui vérifie cette équation-là. Et naturellement, avec la question précédente, on va décomposer A sous la forme B plus C. Avec B dans Sn de R et C dans N de R. Donc mes matrices B et C sont orthogonales, parce que An de R et Sn de R sont orthogonaux. Donc le théorème de Pythagore me permet d'affirmer que du coup la norme de A au carré sera égale à la norme de B au carré plus la norme de C au carré. Mais cette norme-là, je peux aussi la calculer d'une autre manière. Je peux aussi calculer la norme de A au carré en disant que c'est la trace de T de A, donc qui fera la trace de A carré. La trace de A carré, ça va faire du T de A scalaire A. Et T de A scalaire A, quand on développe, ça nous donne du B moins C scalaire B plus C. Et ça, on peut soit le développer complètement pour vérifier, soit le donner directement, ça fera B carré moins C carré. Parce qu'encore une fois, B et C sont orthogonaux. Et du coup, on obtient que B plus C au carré, qui est la norme de A carré, est égal à B moins C au carré. Donc C carré, la norme de C au carré égale 0. Donc C égale 0, c'est l'hypothèse de séparation de la norme. Et donc du coup, A en fait est égal à B, et donc est dans Sn de R. Pour obtenir ce résultat-là, donc là je l'ai fait d'une manière, il y a plein d'autres manières de faire ça.
on peut partir directement de cette équation-là, sans utiliser le théorème de Pythagore, et développer, comment dire, utiliser cette écriture-là. Donc on va passer à la trace. Si on passe à la trace de a carré, ça va être en fait t de a scalaire a. Donc ça va faire b carré, la norme de b carré moins la norme de c carré. La trace de t de a, ça va être a scalaire a, qui cette fois-ci va faire norme de b carré plus norme de c carré. Et donc on obtient comme ça, encore une fois, que comme ces deux quantités-là sont égales, on obtient que c carré égale 0, la norme de c carré. Donc c égale 0, donc a égale b appartenant à Sn de R. Mais quoi qu'il en soit, je pense que si vous voulez obtenir ce résultat-là, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser la décomposition en somme directe donnée dans la question précédente. Après, on se débrouille un peu comme on veut. Je trouve la première méthode intéressante parce que cette première méthode utilise le théorème de Pythagore et c'est un théorème qu'on n'a pas souvent l'habitude d'utiliser. Ça permet de revoir aussi que b moins c facteur de b plus c, ça va faire b carré moins c carré. Donc c'est vrai s'ils sont orthogonaux, mais c'est aussi vrai en général parce que les produits scalaires qui apparaissent ici croisés se simplifient. Donc ça fait apparaître pas mal de choses intéressantes. Bon, en tout cas, dans la quatrième question, on vous demande de chercher une matrice de Mn de C qui vérifie A carré égale T de AA sans être symétrique. Donc, en même temps, on veut T de A différent de A carré. Donc, pour avoir ce truc-là, on vous demande de le chercher avec A sous la forme VT de U, où V et U sont des matrices colonnes. Donc déjà, je pense qu'il est utile pour beaucoup d'entre vous d'écrire ce que c'est exactement que VT de U, pour se rendre compte que c'est le produit d'une matrice colonne par une matrice ligne, et de regarder notamment l'écriture des coefficients de A. Que va vouloir A et J quand on a cette écriture-là. Bon. En tout cas ici, on veut que T de A soit différent de A. Donc on veut en fait avoir UV libre, parce que si on n'avait pas UV libre, ça veut dire qu'on aurait V qui serait un multiple de U, ou U qui serait un multiple de V. Donc là, dans la suite, je suis parti du principe que V était un multiple de U. On peut tout à fait adapter. Si on a U et un multiple de V, vous verrez, ça change quasiment rien. Donc en tout cas, quand on calcule A qui est V fois transposé de U, comme V égale lambda U, ça fera lambda fois U transposé de U. Si maintenant je calcule T de A, T de A, je vais transposer le produit VU. Donc je vous rappelle que la transposée d'un produit, c'est le produit transposé, mais attention à l'ordre, on va inverser l'ordre des matrices. Donc ça fera transposé de U, c'est-à-dire U, fois la transposée de V. Et comme V égale lambda U, on fait apparaître la transposée de lambda U. La transposition, c'est une application linéaire, donc le lambda, on peut le passer devant, et on obtient lambda fois UT de U. Donc ces deux matrices-là seront égales. Donc si la famille est liée, les deux matrices sont égales, nous, on veut avoir les matrices différentes, donc il faut avoir une famille libre. Alors on peut faire une réciproque. On va supposer cette fois-ci que UV est libre, et on va regarder ce que c'est que l'image de A. Donc je vous rappelle que l'image de A, c'est l'espace vectoriel engendré par les colonnes de A. Et si vous regardez les colonnes de A, vu l'écriture VT de U, toutes les colonnes vont être des multiples de V. Donc faites un produit par bloc, vous verrez, vous obtiendrez U1 fois V, U2 fois V, U3 fois V, etc. Donc toutes les colonnes sont multiples de V. Donc l'image de A va être inclue dans vec de V. Comme l'image de A est inclue dans vec de V, qui est un espace vectoriel de dimension 1, l'image de A c'est un espace vectoriel, donc du coup il y a deux possibilités, soit l'image de A égale singleton vecteur nul, soit l'image de A égale vec de V. Et nous on a que A est différente de 0, parce que comme U et V est libre, U et V sont non nuls, donc il y a un VI qui est non nul, un UJ qui est non nul, et le coefficient AIJ sera égal à VI UJ, donc il sera non nul. Et ce coefficient-là qui est non nul me dit que du coup ma matrice A est non nulle, donc le rang de A est plus grand que 1, et donc l'image de A n'est pas égale à singleton vecteur nul. On avait deux possibilités, l'image de A c'était soit singleton vecteur nul, soit vec de V. Ce n'est pas le singleton vecteur nul, donc l'image de A est égale à vec de V. De même, si on s'intéresse à l'image de la transposée de A, c'est l'image de U T de V, ça va être égal à vec de U. Et donc on remarque que comme la famille UV est libre, vec de V et vec de U ne seront pas les mêmes espaces vectoriels, parce que V n'appartiendra pas à vec de U et U n'appartiendra pas à vec de V, il suffit d'un des deux d'ailleurs. Mais du coup, l'image de A sera différente de l'image de sa transposée, et donc A sera différente de sa transposée.
Donc on a démontré finalement que si UV est lié, alors T2A égale A. Si UV est libre, alors T2A est différent de A. Donc on a bien démontré l'équivalence. En fait, on a A différent de T2A si seulement si UV est libre. Donc la famille qu'on va chercher UV sera en fait une famille libre ici parce qu'on veut T2A différent de A. En plus, on veut que A carré soit différent de T2A A. Donc on va écrire ce que c'est que A carré. Donc c'est VT de U fois VT de U. T de A, c'est U T de V fois V T de U. Et donc on fait apparaître ici un T de UV et un T de VV qui vont être des réels, parce que cette fois-ci T de UV c'est le produit d'une matrice ligne fois une matrice colonne. On obtient en fait une matrice 1-1 qui est assimilable au réel qui la compose. Et pareil pour celle-là. Donc du coup on se dit, ben tiens, finalement qu'est-ce qu'on veut nous? On veut que ces deux quantités soient égales. Si on prend U et V tel que T de UV égale 0 et T de VV égale 0, on aura gagné. Et comme on veut aussi que T de A est différent de A, on va prendre la famille UV libre. Donc on cherche finalement une famille UV qui soit libre. Et on veut on va imposer que T de VV égale 0. Donc c'est-à-dire la somme des V carré égale 0. Et T de UV égale 0. C'est-à-dire la somme des UIVI égale 0. Ainsi, on aura T de A différent de A parce que la famille UV est libre, et A carré égale T de A, et ça vaudra 0. Alors je vous rappelle qu'ici, le but n'est pas de trouver tous les couples UV qui fonctionnent, mais d'en trouver un. Donc je cherche un petit peu des couples qui pourraient marcher. Donc comme je veux la somme des VI carré égale 0, la somme des VI carré égale 0, je peux prendre par exemple 1, 1 et racine de 2i. Comme je veux que la somme des UI, VI égale 0, je vais prendre 1 moins 1 et puis que des 0 derrière. Et ma famille que j'obtiens bien là est bien libre. Notamment, on voit au niveau du troisième coefficient que si U est un multiple de V, alors U va s'écrire sous la forme 0V. Et U, c'est pas 0V. Et bon, en tout cas, ils ne sont pas multiples l'un de l'autre. Bon, donc tout va bien. On a du coup trouvé deux matrices U et V qui vérifient ces conditions-là, ce qui m'assure que T de A est différent de A et A carré est égal à T de A. Donc on a bien trouvé une matrice A de Mn de C, donc qui est VT de U, telle que les deux conditions soient vérifiées. Alors, au niveau de la recherche des matrices U et V qui fonctionnent avec ces conditions-là, on peut au départ chercher les matrices avec seulement deux coefficients, mais on se rend assez vite compte qu'avec ces deux coefficients-là, si on veut avoir ça, on n'aura pas la liberté. Donc ce qui nous pousse à rajouter ce troisième coefficient, et vous remarquerez qu'avec le troisième coefficient, on prend des matrices relativement simples. J'ai complété avec des zéros parce qu'on veut des matrices de Mn, 1 de C, mais finalement, c'est les seuls trois premiers coefficients qui m'intéressent vraiment. Donc maintenant, on s'intéresse à la même équation, mais cette fois-ci dans M2 de C, donc des matrices de taille 2. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Si A est inversible, alors si je multiplie par A-1, j'obtiens que T de A égale A. Donc A est symétrique, c'est bien ce qu'on voulait. Si A n'est pas inversible, alors le fait que A ne soit pas inversible, ça veut dire que les colonnes de A sont liées. Et donc il y a plusieurs possibilités encore. Si la deuxième colonne est nulle, donc on a la matrice A qui va s'écrire sous cette forme-là, avec AB dans C. Et bien on va calculer T de A moins A carré. Ça doit faire 0 parce que A est solution de l'équation. Et en calculant, donc faites-moi confiance, on obtient cette quantité-là. Et donc on obtient en particulier que B carré doit faire 0. Donc B égale 0. Et comme B égale 0, regardez la tête de la matrice A. Si je prends B égale 0, A est bien symétrique. Maintenant, deuxième possibilité et dernière possibilité, la deuxième colonne de A n'est pas nulle. Alors comme la famille est liée et que la deuxième colonne n'est pas nulle, ça veut dire que la première est multiple de la seconde. Donc ça veut dire que ma matrice va s'écrire sous la forme AB pour la deuxième colonne et AC-BC pour la première. Où donc A, B et C sont des complexes. Du coup, là je vais recommencer mon calcul, je vais calculer T de A moins A carré, donc ça fait toujours 0. Et de l'autre côté, je calcule, donc vous remarquez que pour simplifier un peu le calcul, je factorise par A à droite, ce qui limite les calculs. Et on obtient cette jolie matrice, qui doit être nulle. Donc chacun des coefficients est nul. Donc dans le premier coefficient, je vois que je peux mettre BC en facteur. Dans le deuxième coefficient, je peux mettre B en facteur. Dans le troisième coefficient, je peux mettre AC en facteur, etc., etc. Et on obtient cette écriture-là pour ces coefficients. Du coup, si BC moins A est différent de 0,
donc parce que ce quotient-là apparaît de partout. On obtient que B égale 0 et AC égale 0. Et donc en fait, on obtient que BC-A égale 0. Donc c'est absurde. Donc du coup, on a BC-A qui est égal à 0. Autrement dit, quand vous regardez la matrice là, on a A égale BC. Et donc ma matrice A est en fait symétrique. Donc là, on a bien fait une disjonction des cas, on a fait tous les cas, soit est inversible, soit ne l'est pas. Si elle n'est pas inversible, il y a deux possibilités. Et donc dans tous les cas, on obtient que la matrice A est symétrique. Donc on a bien démontré que T de A égale A carré implique A symétrique dans le cas A dans M2 de C.